Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous avons cherché, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 17. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Pierre Beingeri. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, Pierre, toi, tu es entraîneur au Club des Sports La Fécla. Et petite particularité, donc déjà, c'est bien sûr du ski nordique. Tu entraînes des groupes, c'est-à-dire que tu es sur le terrain, sur les skis, avec les jeunes et les moins jeunes même, puisque la pratique master se démocratise de plus en plus. Tu vas pouvoir nous en parler. Oui, du coup, oui, moi je suis donc salarié au club des sports de la FECLA et j'encadre au club, on encadre, on va dire, de 8 ans jusqu'à de 7, des fois on dit de 7 jusqu'à 77 ans, mais là, c'est pas. Il y en a des groupes master effectivement qui se développent. Moi, vraiment, le public que j'encadre, c'est entre 19 et 25 ans. Voilà, c'est vraiment mon public. Alors, c'est quelle catégorie ça? C'est le début de la catégorie senior? Alors, c'est moi le groupe là qu'on parlera juste après, le fait que la formation longue distance, qui fait partie, donc on y reviendra, je pense, largement tout à l'heure, mais ils font, oui, c'est la dernière année junior. Donc, junior chez nous, ça correspond à la catégorie U20. Donc, c'est de la catégorie, c'est les 18, 19 et 20 ans. Et donc, j'ai la dernière année U20, donc ceux qui ont moins de 20 ans, et notamment le cœur de cible, les athlètes qui ont ce qu'on appelle les U23. Donc, des fois, c'est espoir, peut-être dans d'autres catégories, dans d'autres sports. Donc, les moins de 23 ans qui sont partie intégrante de l'équipe. D'accord. Donc là, toi, tu es plutôt vraiment sur le côté très compétition quand même dans le club. Oui, voilà, moi, je m'occupe. Je sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu de la structuration du club ou je sais pas. Bah, Enfin, si, dans la présentation, là, tu vois, c'est le moment idéal et et, parfait. et ben, idéal. Alors, peut-être juste déjà moi, me présenter. En tout cas, enfin, moi, donc, Bah je oui, suis parce que entraîneur tu peux nous parler aussi de ton passé d'athlète avant de partir sur l'entraînement, Pierre. Alors, voilà, alors moi par rapport un peu, donc j'ai bien écouté, j'ai écouté les quelques podcasts qui sont sortis. Moi, la particularité avec, je crois, une majorité des entraîneurs que tu as interviewés, moi, j'ai pas eu entre guillemets, de carrière d'athlète à proprement parler. On va dire que moi, je suis venu au ski de fond. J'ai découvert le ski de fond à l'Université de Savoie. J'ai fait STAPS. Du coup, j'ai fait une licence STAPS. Et moi, j'ai découvert, en fait, je venais d'un sport qui a absolument rien à voir, c'est le tir à l'arc. Et j'ai pratiqué le tir à l'arc en compétition jusqu'à 19 ans. Et en rentrant à l'université de Savoie, il fallait bien choisir un sport. Alors du coup, j'ai pas choisi le ski de fond, j'ai bien choisi tout de suite. J'ai choisi la course d'orientation. On va dire que ça n'a pas été une réussite pour différentes raisons. La première, la majorité, on va dire, c'est que j'étais pas très sportif, on va dire, à l'époque, sur le plan de ce qu'on va parler des sports aérobies. Voilà, j'avais quelques difficultés. Et puis, de fil en aiguille, en rencontrant des collègues de ma promo, ils m'ont dit, ah, ben, viens en ski de fond. L'aspect, là, qui est toujours d'ailleurs dirigé par M. Varsin là, à l'Université de Savoie, bah, m'a ouvert les portes. Et puis, j'ai découvert un peu comme ça l'activité et je m'y suis mis en première année, deuxième année. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré dans la discipline du ski nordique. Et moi, je suis pas du tout rentré par la filière, on va dire, un peu plus standard où les jeunes, tu pratiques quand t'es gamin, tu fais de la compète. Et puis, une fois que tu arrives à la fac, et bah, tu lâches un peu la compète pour essayer de trouver autre chose. Enfin, en tout cas, pour certains avec qui j'étais en promo. Moi, ça a été vraiment un peu l'inverse. Moi, j'ai découvert la compète en arrivant à, à la fac, on va dire. Et donc, le club le plus proche de la fac de l'Université de Savoie de Technolac, c'était la FECLA. Et j'ai été orienté là-bas voilà, parce que c'était le club qui était déjà à l'époque bien structuré.
Et donc, ma première licence, moi, j'ai pas eu de licence junior. Justement, ma première licence, moi, j'ai attaqué en senior 1 tout de suite. Voilà. Pour la petite anecdote sur le passé de mon passé d'athlète. Alors après, effectivement, une fois que j'ai eu ma licence de STAPS, l'objectif, c'était soit je pars faire un master, parce que l'entraînement, le cursus d'entraînement me plaisait bien, mais c'était soit je partais plutôt à Lyon ou faire un master entraînement, ou alors j'ai fait le choix, et là, que je regrette pas actuellement, de plutôt on va dire, de mettre les mains dans le cambouis, de commencer à passer à l'époque, on l'appelait même pas DE, on l'appelait BE, BE de ski nordique. Et donc pour ça, il fallait que je pratique parce que j'avais raté une fois le test d'entrée, etc. Donc du coup, je m'y suis mis. Et donc voilà, donc j'ai fini mon brevet d'état de ski en 2014. Et on va dire, et je l'ai attaqué en 2010. Donc de 2010 à 2014, j'ai découvert tout ce qui était compétition, je me suis perfectionné. Et puis c'est là que j'ai commencé à être vacataire au club des sports de la FECLA. Donc sur les petites catégories, ce soit maintenant on les appelle les U10, les U12, les U13, les U14, etc. Et puis ouais, j'ai fait ma place, on va dire, petit à petit, on va dire. Et du coup, toi, tu t'es tout de suite dirigé vers les compétitions, ce qu'on appelle un petit peu populaires. Donc, pour ceux qui connaissent la foulée blanche, la savoyarde, l'envolée nordique, la transju. Exactement. Moi, j'ai découvert ma première course, ça a dû être la Savoyarde, parce que c'était la course du club. Et voilà, donc j'ai découvert, voilà, je prenais bien des belles roustes au début, hein, mais ça m'a bien plu. Et voilà, c'était un peu un moment de ma vie aussi où ouais, voilà, j'avais envie de découvrir un autre sport qui était totalement différent de ce que je pratiquais avant, le tir à l'arc. Et voilà, donc rentrer effectivement par le circuit populaire de la discipline. Et puis un peu à l'inverse je te dis un petit peu à l'inverse de pas mal de parcours peut-être d'entraîneurs un peu plus standards ou d'athlètes en tout cas. J'ai fait des courses populaires et puis après j'ai pris part avec aussi des collègues du club et puis des athlètes du club à l'époque, des courses de fonds spéciales. Et puis j'ai découvert un peu ce milieu dans lequel j'ai fait de très belles rencontres. Voilà, donc on en parlera peut-être un petit peu plus après là, sur un petit peu les rencontres, etc. Mais j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment aidé dans le milieu, c'est Émilien Buisson, qui a fait aussi une carrière d'entraîneur, qui a dirigé plusieurs équipes. Et voilà, donc du coup, je suis rentré, voilà, j'ai été bien intégré dans ce milieu. Et puis, bien sûr, aussi avec le club des sports de la FECLA, voilà, où j'ai grandi avec le club, on va dire, jusqu'à maintenant. Et tu nous disais, alors, quel a été le diplôme qui t'a permis de travailler, puisque, en fait, toi, par rapport à d'autres entraîneurs qu'on a pu avoir avant, tu es salarié par un club, Mmh. comme le serait, je ne sais pas moi, l'entraîneur de l'EAC à Chambéry pour Mmh. l'athlétisme, des choses comme ça. C'est quel diplôme qui t'a permis justement d'accéder à ce salariat? C'est le BE, tu disais? Le brevet d'État, et puis ma licence STAPS. Voilà. Ma licence STAPS avec option entraînement. Euh, voilà, qui m'ont permis de me salarier dans le club à partir de 2014. Au début à mi-temps, et puis après, très rapidement, je crois en 2015, j'ai été à plein temps. Donc au début, j'ai été sur les U16, les cadets, puis après, je suis passé sur les plus grands. Et puis voilà, puis en aiguille, donc du coup, je me retrouve aujourd'hui, voilà, entraîneur principal de ce groupe que je te parlais tout à l'heure, donc qui est la prolongation, qui est, on va dire, le dernier étage, entre guillemets, dans la hiérarchie sportive au fil du temps du club des sports de la FECLA. Donc, c'est FECLA Formation de Distance en gros, qui englobe des athlètes du club, des sports de la FECLA, mais pas que. Il y a aussi des athlètes qui viennent un petit peu de tous les massifs de toute la France. L'idée, c'était de créer un groupe d'entraînement pour ces post-bac, donc 19 ans et plus, qui sont à l'université, comme moi je l'ai été, et comme beaucoup d'étudiants le sont sur Chambéry, Grenoble ou Annecy. On va dire que voilà, on est quand même un petit peu un centre névralgique de toutes ces universités. Et donc voilà, ce groupe s'est construit là-dessus, quoi. Donc sur cette idée-là de rassembler des jeunes qui puissent s'entraîner quasiment au quotidien toute l'année ensemble. Voilà. Et avant de parler un petit peu peut-être de ce groupe, de présenter Mmh. quelques têtes d'affiche, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette volonté de devenir entraîneur? Parce que tu disais, toi, tu viens justement d'un milieu qui était différent, le tir à l'arc. Donc, au début, tu commences par te chercher avec de la course d'orientation, puis tu atterris sur le ski. Mais qu'est-ce qui Ouais. fait que tu as eu cette volonté, voilà, d'intégrer
le STAPS, l'Université de Savoie, pour devenir entraîneur, alors que tu faisais un sport où j'imagine qu'il y a des entraîneurs ou des gens qui te conseillent, en tir à l'arc, on n'arrive pas comme ça au haut niveau non plus, mais quelque chose de différent quand même. Et ben, moi, je suis arrivé, je te dis, au STAPS, ça a été un peu un carrefour de ma vie, en fait, enfin de ma vie, comme T'y allais beaucoup par d'études. hasard? Pas par hasard, on va dire, pas par hasard au STAPS, mais on va dire que j'étais pas mauvais à l'école, hein, j'étais plutôt, enfin, pas mauvais. J'étais pas en difficulté, si tu veux. D'ailleurs, j'insinue pas que tu vas en STAPS à l'université parce que tu es en difficulté, mais je veux dire, j'avais pas mal de collègues au lycée qui prétendaient à faire une prépa, une école d'ingénieur. Moi, ça m'intéressait pas trop. Et, euh, et puis, j'étais à un moment de ma vie avec voilà, un peu une remise en cause, enfin, une remise en cause. J'avais pas vécu de belles années, enfin, j'avais eu des soucis personnels sur mes années lycée, on va dire, sur le plan familial, etc. Et puis, euh, et puis voilà, sous conseil un peu de mon père, je me souviens qu'il m'avait dit, bah, écoute, fais ce que tu as envie, reprends-toi en main, etc. Et puis, voilà, ce qui m'avait toujours plu même dans la pratique au tir à l'arc, c'était dans l'entraînement, il y avait ce côté aussi de transmettre, de partager, et surtout, on y viendra après, je pense, sur ma philosophie d'entraînement, c'est de transmettre en groupe, de pratiquer, même si c'est un sport individuel, de pratiquer ensemble, de transmettre cette part vraiment à la relation humaine, à l'expérience que tu vis au quotidien et toute l'année. C'est vraiment ça qui m'a amené dans l'entraînement plus que par la pratique au début, quoi. D'accord. Et pour revenir du coup maintenant sur ce groupe d'entraînement que tu coaches, alors j'imagine que tu as quand même des affinités avec cette tranche d'âge et la démarche un petit peu compétition qu'ils ont là, à partir de 19 ans. Est-ce que tu peux nous dire aussi, voilà, à peu près combien il y a de monde suivant les années dans le groupe que tu as sous tes ordres? Et puis, Mhm. si tu veux en citer quelques-uns pour faire saliver nos auditeurs, pourquoi pas? Euh, ouais, voilà, alors juste ça fait le lien avec le groupe. Voilà, le groupe, en fait, après une fois que j'ai été salarié, on était au club, et puis c'est vrai alors, j'ai eu la chance déjà dans ma petite. Enfin, j'ai vu les différents profils. Je me considère pas comme un vieil entraîneur. J'ai 33 ans. J'ai encore, je pense, de plein de choses à apprendre et à découvrir. Mais ça fait, on va dire, un peu plus de 10 ans que du coup j'entraîne. Enfin, en tout cas, que je coach. Et j'ai eu la chance un petit peu de voir toutes les catégories, entre guillemets, de toutes les catégories. Et c'est vrai que cette catégorie post-bac sur les plus grands m'allait bien, me va bien et m'intéressait. Pas parce que c'est entre guillemets la partie haut niveau, mais plus par rapport, je te disais, aux interactions sociales avec le public. Et je pense que je connais des entraîneurs qui sont plus sur les plus petits, qui sont meilleurs sur les plus petits. Moi, je pense être un peu meilleur sur les plus grands. Et donc, du coup, la création de ce groupe, bah ouais, ça a été pour les post-bac qui sont dans un circuit, on va dire, un circuit fédéral, donc qui passe par les coupes de France et qui aspirent à pourquoi pas rentrer, à évoluer sur le circuit, nous, ce qu'on appelle Coupe continentale, c'est le circuit européen, qu'on pourrait dire Coupe d'Europe. Voilà, l'idée, c'était de proposer à ces jeunes qui ne sont pas dans les collectifs nationaux, donc en équipe de France, bah, de pouvoir continuer le ski après le lycée, après une fois qu'ils arrivent à l'université. Et Oui, parce que si les auditeurs ne le savent pas, le ski nordique, enfin, le biathlon, c'est un peu la même tisane. C'est ouais, extrêmement sélectif. Une fois qu'on a passé les catégories cadets, en général, les comités se restreignent, voire même, une fois passé les juniors, n'existent plus et ne reste finalement en compétition presque que l'équipe de France. alors en biathlon, c'est vraiment le cas. Enfin, c'est vraiment le cas de cette filière, on va dire, assez longitudinale. En ski de fond, on va dire que voilà, jusque dans tes années juniors, c'est les comités, donc les meilleurs de chaque comité sont entraînés par leur comité respectif. Alors, comité, pour les auditeurs, c'est vraiment plus par rapport au lieu géographique et au département. Il y a le comité de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, etc. Enfin, des départements dans les Le comité régions, de on va la dire. Gironde. Il y en a aussi, il y a même un comité en Île-de-France, je crois, qui pratique, ou en Bretagne aussi, ils sont partout les Bretons de toute façon. Mais, mais non, sans blague à part, voilà, c'est un petit peu structuré comme ça. Et c'est vrai qu'à la sortie de ce qu'on observait, enfin, le constat qu'on avait fait il y a maintenant 3 4 ans, donc comme je l'ai cité tout à l'heure, avec un de mes amis entraîneurs et qui était entraîneur à l'époque d'un groupe
d'un groupe élite, là, Émilien Buisson, et puis avec Marc Desseux, le directeur du club. On s'était dit, c'est vrai qu'à la sortie de junior, donc après U20, eh ben, on s'était dit, les jeunes, s'ils ne sont pas en équipe de France, eh ben, c'est très compliqué de continuer le ski à haut niveau, ou en tout cas de toucher du doigt le haut niveau et de se former, de poursuivre leur carrière, tout simplement. Donc, du coup, on s'était dit, pourquoi pas proposer un groupe, un encadrement pour ces jeunes-là. Tout en prenant compte, et ça, c'est une des particularités de notre groupe, c'est que tous les athlètes du groupe ont un double projet. Donc, il y en a, ils sont encore à l'école, ils sont à l'université, il y en a, ils travaillent. Il y en a, enfin voilà, en gros, ils travaillent ou ils sont à l'école, mais en gros, l'idée, c'était que de les accompagner, on les accompagne dans leur projet sportif, mais tout en leur permettant de se construire aussi professionnellement et ou scolairement en même temps, parce que le ski, le sport, on sait bien que ça dure, on espère, le plus longtemps possible, mais il faut bien apprendre, il faut bien envisager la suite. Donc l'idée, voilà, de proposer ce groupe-là ici, parce qu'on est au centre, à Chambéry, avec toutes les universités, etc. C'est parti de ce constat-là. D'accord. Et du coup, tu nous as pas donné le nombre à peu près de personnes Alors, dans le groupe. donc Environ, pardon. hein, c'est quoi? C'est 10, 20, 30? Non, alors moi, c'est la deuxième année et moi, j'ai 20 athlètes. Donc, j'ai 8 filles et 12 gars. Donc, Ah oui, c'est quasiment mixte. ouais, voilà, Enfin, ça ouais, aussi, c'est c'était un quasiment choix. 50-50. J'ai vu que tu posais des petites questions sur le sport féminin, etc. C'était vraiment un parti pris aussi, justement, d'avoir quasiment une parité. Enfin, là, on n'est pas à deux, trois athlètes près, mais c'est vraiment une volonté marquée de l'équipe d'avoir aussi développé le sport féminin et de permettre aux filles de continuer. Donc vraiment, ouais, mixte. Donc 20 athlètes, donc c'est un groupe qui est assez conséquent. En termes de taille, je ne sais pas trop comment sont structurés les autres, mais c'est des athlètes qu'on prend en charge donc du 1er mai jusqu'au, on va dire, mi-avril, hein, une année quasiment. Donc les candidatures se font chaque année. Donc on attaque, nous, notre saison sportive, on va dire théorique, on reprend traditionnellement début mai et elle s'arrête, on va dire, mi-avril à la fonte de la neige. Voilà, en gros, on est rythmé par la saison. Donc voilà, une vingtaine d'athlètes âgés entre 19 et 25 ans et qu'on encadre toute l'année de mai à avril. J'ai oublié la question que tu m'avais posée, je me suis perdu. Ah non, bah, c'était justement, tu vois, dimensionner un peu la taille de ce groupe Ouais, et au niveau des forces en présence, du niveau de tout un chacun, parce que tu dis que vous les sélectionnez chaque année. alors Qu'est-ce ouais, qui ouais. va primer? C'est vraiment le niveau sportif qui doit être extrêmement conséquent ou alors aussi le double projet qui doit être sympa? Et bah, on va dire il y a 4 points. Le premier, c'est quand même un groupe autour de la performance. Donc il y a le niveau sportif de base de l'athlète Oui, et évidemment, celui surtout, qui est débutant en ski de fond, voilà, il va. c'est- voilà, c'est Il va un tout. groupe, on est là pour la performance, mais de part, comme tu l'as un petit peu compris, je pense par rapport à mon parcours, ce que j'essaie de voir, c'est surtout le projet de l'athlète, voir s'il est dans une démarche d'évoluer, de progresser, quelles sont un petit peu ses envies. Donc le niveau de performance, mais aussi derrière, et bah, ses objectifs, si lui veut, qu'est-ce qu'il veut faire, s'il veut juste aller se promener, c'est pas forcément le truc. Voilà. Ah oui, Donc puis le toi, projet, tu peux voir aussi peut-être quelqu'un qui a, comme on dit, un peu le moteur, mais voilà, il exactement. lui manque quelques années de pratique sur les skis. Techniquement, c'est un peu un boulet, et lui, tu sens que tu vas pouvoir, d'ici 2 3 ans, l'amener à un niveau sympa, quoi. Alors, Boulet, j'irai pas jusque-là parce que comme on l'a décrit un petit peu dans la formation standard, c'est vrai que moi, les athlètes qui restent après 19 ans, globalement, c'est des skieurs déjà, on va dire, qui ont le bagage technique. Mais par contre, je te rejoins sur le fait des athlètes qui n'ont pas pu forcément s'exprimer sur leurs années juniors ou des athlètes qui sont aussi des fois un peu en retard physique, enfin en retard, qui n'ont pas été à la même vitesse au niveau de la maturité physique. Et donc, j'en ai eu quelques-uns qui étaient pas forcément tout devant dans leurs années juniors et puis qui s'expriment pleinement. Donc voilà, le niveau sportif pour le recrutement, la notion de double projet. Donc moi, j'ai aucun athlète qui fait que ça. Et ça, c'est un choix vraiment assumé parce que je pars du principe que faire juste du sport de haut niveau, enfin, toucher du doigt le sport de haut niveau, j'insiste sur cette nuance-là parce que pour moi, à 20 ans,
on est en cours, on est encore en formation, on doit découvrir un peu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant et qu'on ne fait pas le boulot, mais pour moi, on a encore plein de choses à apprendre et le fait on n'en est pas là à faire que ça, quoi. Donc vraiment cette notion de préparer la suite, donc la notion de double projet. Et puis, donc ça, c'est les deux points vraiment principaux. Le troisième, c'est aussi l'état d'esprit. Après, on est un petit milieu et c'est vrai que je sonde les athlètes déjà présents ou moi déjà par le fait d'avoir déjà côtoyé les athlètes qui candidateront. On voit aussi un peu l'état d'esprit de chacun et de chacune, voir si nous, ça peut coller avec l'esprit du groupe. Et le dernier point, le quatrième, c'est le lieu géographique. Comme je t'en parlais tout à l'heure, on essaye d'avoir des athlètes justement qui soient assez proches, entre guillemets. Donc, ça s'étend des universités de Grenoble, mais surtout de Grenoble à Annecy. Mais on va dire que le cœur du public est sur Chambéry, sur l'université de Savoie. Donc, vraiment, voilà, ce lieu géographique pour justement avoir une grande régularité à l'entraînement tout au long de la préparation, être présent sur les entraînements collectifs pour justement que le groupe vive et vive bien avec tout le monde. Ok, ouais, ça nous fait une année bien rythmée. Alors, du coup, comment tu gères un petit peu tout ça, puisque tu es sur le terrain, mais j'imagine que ces 20 athlètes, tu ne peux pas les avoir avec toi tout le temps. Donc, on doit avoir un petit peu d'entraînement à distance. Puis aussi, bah, tu les vois souvent. Alors, c'est quoi à peu près les rythmes que Alors, vous avez? alors du coup, là, ça fait aussi le lien avec notre petite interview là. C'est justement il y a 2 ans qu'on a créé le groupe. On avait cette volonté de faire un groupe assez conséquent et moi, ça se posait la question du suivi. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Nolio. Je recherchais une plateforme parce que il y en a encore qui fonctionnent avec des carnets Excel ou des carnets que tu envoies, etc. Échange de mails. Et vu la taille de mon groupe, moi, je cherchais un outil justement pour les accompagner. Donc, c'est comme ça, déjà, enfin, parenthèse à part, là, que j'ai découvert Nolio et qu'on m'a recommandé et que voilà, j'ai commencé à utiliser. Donc, après, sur l'accompagnement, donc, nous, on les recrute début mai. Et après, donc, hors vacances scolaires, les athlètes sont encadrés du mardi au samedi. Donc, tous les jours, il y a un entraînement par jour. Donc, je les vois. Il y a des entraînements qui sont proposés. Alors après, j'ai jamais tout le monde en même temps, mais néanmoins, il y a cette base-là. Et puis après, toute l'année, il y a au moins une semaine de stage par mois. Quand on n'est pas en stage, on est à la maison, enfin, on est sur site à Chambéry. Mais quand on part en stage une fois par mois, on essaye, on a la chance avec le ski, durant notamment la longue préparation, de pouvoir aller un peu à gauche, à droite, hein, de pouvoir de partir un peu dans le sud. On aime bien, par exemple, en juin, descendre faire du vélo un peu dans le sud. On va, à contrario, quand la neige arrive, enfin, quand pardon, aux vacances de Toussaint, on va sur le glacier de Tignes. Voilà, on essaie de faire des stages une fois par mois, vachement assez variés. Et puis, voilà, entre ces stages, un accompagnement à la semaine, quasiment tous les jours. D'accord, ok. Alors, c'est vrai que le ski de fond, c'est un sport voilà, où il y a besoin d'un physique quand même extrêmement conséquent. On les voit, c'est des gars, voilà, des chevilles jusqu'au cou, c'est musclé de partout, le cardio, enfin, tout y est, c'est vraiment très complet. Mais à côté de ça, il y a la partie technique, il y a la partie un petit peu coton, il y a la partie voilà, où faut aussi cadenasser la machine. Donc, qu'est-ce que c'est l'expression où tu sais, voilà, il y a une main de fer dans un gant de fer, non, ça ne marche pas, il faut aussi quelque part affiner. Et du coup, cette notion de technique, elle requiert aussi une présence qui n'est pas négligeable. C'est pas comme voilà, quand tu entraînes un cycliste, bon, tu lui dis d'aller faire 2 heures de vélo, le lendemain, tu lui dis d'aller faire de la PMA, voilà, ça va bien se passer. Mm. Là, faut reprendre. Est-ce que c'est aussi ton rôle d'insister sur la technique ou est-ce que toi, tu es plus dans le développement du physique? Alors, on fait, comme tu l'as bien résumé, enfin, un sport qui est un sport d'endurance, donc voilà, l'entraînement d'endurance, comme sur les sports, j'ai vu, ce soit le trail, la course à pied, le vélo, est ultra important, l'aspect aérobie. Mais effectivement, la technique par rapport à la différence, je suis un grand fan de vélo, moi je fais beaucoup de vélo, mais à la différence du vélo, c'est vrai que le ski, ça demande aussi un travail technique. C'est pour ça que ça va se
on va dire, au fil des années, la part du ski roue prend de plus en plus d'importance. Donc, pour se préparer, on va dire techniquement, et on va dire sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect physique, travailler le spécifique en physique, on fait pas mal de ski roue. Voilà, on attaque. En gros, la préparation type, c'est de mai à juin, c'est la remise en forme, reprise de l'entraînement. Donc là, on fait pas beaucoup de ski à roulettes, on va dire. On va faire beaucoup de vélo, de course à pied, de muscu, enfin, on reprend la musculation, les renforcements musculaires, etc. Et puis c'est vrai qu'à partir de fin juin, début juillet, on reprend quand même la moitié des heures en aérobie se fait à ski à roulette, donc que ce soit dans le style classique ou le style skating. Donc voilà. Et puis après, plus évidemment la période avance, plus le travail spécifique, enfin le travail, ce que j'appelle moi travail spécifique, ça va être le travail en ski à roulette ou à ski, va vraiment augmenter et remplacer, on va dire, les autres moyens d'entraînement comme le vélo, la course à pied, majoritairement, par exemple. Hmm. Et quelle méthode tu vas avoir là sur l'entraînement pour gérer ton groupe tout au long de l'année? Parce que bah, déjà, il est quand même relativement conséquent. Alors, ce qui est bien, c'est que vu qu'il est axé compétition, entre guillemets, ils vont tous être un petit peu dans la même mouvance chaque mois de l'année, hein. C'est-à-dire un petit Mhm. peu comme tu nous l'as déjà présenté avec cette reprise estivale qui est quand même vachement multisport. Et puis après, voilà, on essaye de Mhm. coller au terrain pour se rapprocher le plus possible des premières neiges. Et là, on va y aller en ski. Enfin, je pense que vous essayez d'anticiper ça aussi avec un petit voyage à Tignes pour Exactement. bénéficier du glacier quand il réouvre. Comment tu analyses un petit peu tout ça, là, ces charges d'entraînement? Parce que analyser des entraînements de ski de fond, j'imagine, voilà, c'est quelque chose, on a l'habitude, on est rodé, on sait un petit peu ce qu'on fait, mais quand on mélange avec de la musculation, de la course à pied, de la randonnée, du ski roue, Mhm. comment tu arrives à t'en sortir? Est-ce que tu utilises uniquement une plateforme, en l'occurrence NoLio, ou est-ce que tu as des petits trucs perso à côté? Bah, alors après, ouais, voilà, je pense que comme toute activité, il faut la modéliser, entre guillemets. Moi, ça a été, j'ai un petit document et c'est ce avec quoi je travaille. C'est, on va dire, voilà, pour moi, c'est quelles sont les qualités physiques pour un skieur de fond qui doivent être requises. Donc, pour moi, il y a une grosse, pour moi, il y a plus de 50, enfin, il y a 50%, on va dire, ça va être les qualités aérobie à travailler. Puis à côté, il va y avoir les qualités comme la force, la vitesse, l'agilité, etc. Enfin, des qualités physiques à développer. Donc, c'est sûr que c'est ça aussi qui me permet, moi, j'essaye, entre guillemets, de me faire en fonction des périodes de l'année, d'avoir une certaine, de m'identifier des points de passage et surtout des points importants de chaque période à travailler. Donc, si je te donne un exemple, par exemple, sur l'été, une période qui va aller de juin, juillet, août, septembre, là, vraiment, la qualité première à travailler, ça va être on va dire, le volume aérobie, voilà, la capacité d'heure, enfin, le volume global qui va être vraiment important. Et couplé à ce volume aérobie, bah après, on fait du travail spécifique, on fait de la course à pied, on fait du vélo. Mais comme je te le disais, par rapport à quand tu modélises l'activité, le ski de fond, la différence, par exemple, par rapport à la course à pied et au vélo, qui sont deux sports pas si éloignés, ça va vraiment être le travail du haut du corps. Donc, pour travailler le haut du corps, comment tu le fais? Et moi, le choix que je fais, c'est qu'on le fait pas mal en ski à roulette, couplé avec un petit peu de travail de musculation. Mais moi, je suis pas un grand adepte de la muscu. Mais on pourra en discuter après, mais si tu veux. Mais voilà, donc le travail il va être majoritairement fait, on va dire, en ski à roulette ou en ski après par la suite. Ah oui, c'est marrant que tu nous cites justement la musculation, parce que je vais te partager deux, trois anecdotes, tu sais, qu'on voit passer un peu à la télé, puis tu nous diras ton ressenti. C'est vrai qu'en Ouais. biathlon, parfois, on voyait les, les athlètes allemands avec peut-être un retard de préparation au début de l'année. Et puis, Mhm. passer les fêtes de Noël, après, il y a les Coupes du Monde qui sont en Allemagne, donc à Oberhof et à Ruhpolding traditionnellement. Et là, à chaque fois, le présentateur nous bassinait en nous disant ah, ça y est, l'athlète allemand c'est remis, il a fait de la préparation physique, énormément de musculation, c'est très typique de l'Allemagne et ils arrivent en forme à la compétition. Et on pouvait se dire bah, tiens, oui, c'est culturel en fait chez les Allemands ce rapport
à la salle à lever de la fonte, tout simplement. Est-ce que c'était plutôt vrai ou pas, ça? Est-ce qu'il y a vraiment des différences un peu entre les pays, selon toi? Je pense, enfin, c'est comme je te dis, après, c'est toujours pareil. En plus, maintenant, il y a la, Peut-être les il y a- comités, hein, comité de Savoie, vous êtes plus volume, comité de Haute-Savoie, ils sont plus muscu, j'en sais rien, tu vois, des petits trucs comme ça. il y a cette sensibilité de l'entraîneur, mais après, c'est pareil. En fait, c'est, c'est sur quel point tu veux vraiment mettre le focus. Moi, ce que je dis souvent à mes athlètes, et quand bah, toi, je sais que tu es encore t'es largement encore athlète, tu as un crédit temps qui est pas illimité. Et pour moi, c'est aussi ça qui est important quand tu conçois une programmation, que ce soit avec un top athlète ou avec quelqu'un qui a un peu moins de temps. La première chose que je lui demande, moi, c'est quel temps il a à consacrer pour son entraînement. Parce que il y en a, ils vont pouvoir s'entraîner. Les meilleurs athlètes s'entraînent, je sais pas moi, entre 10 et 12 fois par semaine. Et puis, ça peut être quelqu'un d'autre qui va s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, tu vas pas faire la même chose. Et donc, pour revenir à la musculation, ça dépend sur quoi tu veux faire le focus et sur est-ce que pour toi, pour certains entraîneurs, c'est hyper important, et puis pour d'autres, dont je pense que je fais partie, c'est pas que c'est pas important, c'est que c'est pas un axe prioritaire pour moi. Si on fait le ratio, une semaine type, que ce soit en préparation, ça va peut-être être 2 séances de muscu par semaine. Et puis pendant une autre période de l'année, peut-être notamment l'hiver, ça va peut-être une tous les 10 jours. Est-ce que est-ce que c'est les 2 séances qui vont te permettre d'être meilleur, ou les 10 autres? Tu vois, c'est un peu J'essaie toujours de garder un petit peu cet équilibre, non pas de bâcler les séances qu'on fait moins souvent, mais entre guillemets d'essayer de garder, on va dire, un investissement pour être proportionné par rapport à la quantité de travail à fournir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et est-ce qu'il t'arrive aussi parfois, donc toi, tu réceptionnes ton petit groupe de 20 athlètes, alors j'imagine que vous ne changez pas tout le monde chaque année. Et puis de temps en temps, il y a un petit nouveau qui arrive, voilà, il sort des catégories juniors, il a 19-20 ans, mais tu vois, il n'a pas trop grandi, ou alors il est encore un petit peu frêle, etc., par rapport à d'autres. Est-ce qu'il y en a qui vont avoir un programme estival un petit peu différent des autres pour rattraper une croissance un peu tardive ou des choses comme ça? Tu vois, des fois, il y en a, ils sont tout maigres, hein, Carrément, bah, ça fait partie, je pense. On parle souvent des fondamentaux de l'entraînement. On peut les énumérer, il y en a plusieurs, mais l'individualisation, je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Il y a différence déjà du genre entre hommes et femmes. Et puis, chaque athlète est finalement différent. Alors, même s'il y a une énorme base commune en fonction de la discipline pratiquée, c'est sûr qu'en fonction de chacun, on va pas faire la même chose. De toute façon, on le voit bien, il y en a, ils arrivent. Voilà, moi, j'ai une fille dans le groupe, elle arrive à te faire 20 tractions, elle fait, je sais pas, elle arrive à te faire 20 tractions, elle fait de la force, elle met 30 kilos pour faire 6 tractions. Enfin, tu vois, des trucs. Elle, je vais pas me dire, faut absolument qu'on développe la force ou l'explosivité, quoi. Ah oui, son Et puis, curseur est déjà très haut, quoi. ouais, très haut. Par contre, elle a d'autres lacunes un petit peu à côté, comme un autre. Lui, ça va être complètement à l'inverse. Donc, Mm. c'est plutôt, t'adaptes aussi en fonction de chacun et de chacune. Voilà, des petits ajustements. Et Mais, alors, ouais. non, vas-y, je t'ai coupé, Pierre. Non, non, non. Après, comme tout sport d'endurance, j'ai écouté c'était Patrick Bringer qu'on a écouté. C'était le Non, numéro 3, Patrick Bringer. Ouais. ouais, voilà. C'est ça qui m'avait bien parlé. Il disait, après, moi, je me suis bien retrouvé là-dedans, c'est quand même d'un moment, moi, ce que j'essaie le fil rouge, moi, pour moi, entre guillemets, c'est le travail, enfin, c'est la régularité à l'entraînement, et pour faire du haut niveau, ou en tout cas toucher du haut niveau, le travail, donc, pour moi, c'est primordial. Et ce que j'appelle travail, c'est que, euh, je- même si on n'est pas à l'heure près, il y a quand même un certain volume horaire à réaliser pour bah, justement se développer, progresser d'année en année, et surtout avoir, on va dire, cette capacité à être régulier toute l'année. Parce que ça, c'est aussi, on n'en a pas trop parlé, mais c'est une particularité de notre sport, où on va dire que la saison, elle est ultra condensée. On va dire, elle attaque fin novembre, début décembre, et elle se termine début avril. Donc en fait, c'est une période qui est hyper dense, où l'athlète va courir
il peut courir entre 4 à 8 fois par mois, donc ça, toutes les semaines, il peut courir 2 fois par semaine largement. Donc c'est une période qui est hyper dense. Et s'il n'y a pas ce travail de fond qui est fait pendant cette longue partie de préparation, qui dure entre 6 à 8 mois, c'est juste pas possible, quoi. L'athlète peut pas encaisser, on va dire, toute cette période de compétition. Donc c'est aussi là, pour moi, ce fil rouge, ce travail qui est hyper important durant la préparation pour justement pouvoir encaisser et pouvoir être performant tout au long de l'hiver. Alors, tu l'as pas entendu parce qu'il n'est pas encore sorti, mais on en a enregistré un. Donc, voilà, imagine-toi, les gens qui nous écoutent là l'ont entendu. Le podcast avec Émeric Brunet en cyclisme qui avait noté quelque chose. Donc, tu sais, le cyclisme qui s'est vachement développé, les capteurs de puissance, patati, patata, les entraînements au watt, hyper calibrés, etc. Alors, ça, très, très bien. Mais il avait noté quelque chose, c'est que si son coureur n'avait pas fait l'hiver 2 mois avec un petit peu de volume, hein, sans aller dans des excès stupides, mais avec quand même pas mal de volume et une intensité basse, eh ben, il pouvait réussir pendant sa saison, mais dans tous les cas, il allait être irrégulier. Tu vois. Ouais. Donc toi, c'est Moi, un petit peu ce que tu nous dis. Il faut faire un bel été. Et une fois que tu as fait ton bon. bel été, tu passes à cette phase compétitive. Et à ce moment-là, ça se passe bien. Ouais, exactement. C'est ça qui va te permettre, pour moi, d'avoir ce qui va faire, en vulgarisation en vulgarisant un petit peu le truc, et faire grossir un peu la caisse, comme on dit dans le jargon, d'avoir justement le corps préparé justement pour accumuler cette période de compétition qui va être hyper dense. Et par rapport au vélo, où au vélo, il court enfin, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais tu cours de début mars à fin octobre. On va dire que la C'est période de ça, prépa, t'as le temps grossièrement. tu as le temps de te préparer, d'avoir plusieurs objectifs. Nous, on va dire, alors nous, on refait des petits mésocycles, des petits microcycles de travail pendant l'hiver, mais je veux dire, si tu arrives hors de forme en décembre et que la forme est pas au niveau souhaité, c'est difficile de relever la tête ou faut revoir les objectifs, enfin revoir d'autres objectifs. Sachant qu'en plus, euh, on va dire, par rapport au groupe que j'entraîne, on va dire que ceux qui aspirent à raccrocher, on va dire, le wagon du circuit fédéral, à avoir les Coupes d'Europe, les championnats du monde junior ou U23, ou voilà, ou pourquoi pas même faire quelques découvertes de circuit Coupe du Monde. Les premières courses de sélection, elles se font en décembre, quoi. Donc, si en décembre et début janvier, tu passes à travers, c'est très compliqué après de pouvoir accéder au circuit supérieur. Donc, c'est pour ça, en gros, nous, on se prépare toute une année pour avoir pour répondre présent, on va dire, sur 1 mois et demi, 2 mois. Et le Pas pic de qu'après, forme tout de suite. voilà, il faut être présent très rapidement. Et puis après, justement, après, il y a d'autres il y a d'autres courses qui s'offrent, mais par rapport, là, je parle vraiment pour le fond spécial, donc le circuit fédéral, donc la filière olympique, voilà, ce qu'on voit, on va dire, le circuit traditionnel, on va dire. Ouais, voilà, moi, il faut que les athlètes soient performants pendant les décembre et début janvier. Après, c'est pas trop tard, hein, parce qu'il y a d'autres choses à faire et la saison n'est jamais terminée. Surtout avec un public, comme je te disais tout à l'heure, un peu jeune, qui est encore en formation, qui a, entre guillemets, du temps devant lui. Mais si on parle à l'échelle de la saison, il faut vraiment être prêt en décembre. Euh, donc voilà par rapport un peu à la préparation en amont. Mmh. Euh, Avec ton groupe d'entraînement, est-ce que tu as testé un peu des méthodes, des joujoux un peu technologiques nouveaux? Alors ça, c'est pas forcément le truc le plus nouveau, mais est-ce que vous pratiquez la variabilité cardiaque? Est-ce que tu t'en sers sur certains entraînements ou tout au long de l'année? Alors, Là, je sais qu'en alors j'aurais, ski, souvent, on est formé assez jeune là-dessus. oui, alors que, comme je te disais tout à l'heure, par rapport mon parcours licence, etc. Et là, je viens de terminer cette année, enfin, l'année dernière, le brevet d'État, le DE2, donc le diplôme d'État de second degré, donc qui est vraiment axé sur l'entraînement. Et donc, ça se fait après Manon, comme Centre national de ski nordique. Et on a eu la chance d'avoir des interventions de Laurent Schmitt, qui est justement un Ah oui. des, des- des précurseurs et des experts en France sur l'entraînement d'altitude et de la variabilité cardiaque, et qui nous a fait découvrir ça. Alors après te dire que je suis formé sur la variabilité cardiaque, non, parce que j'aurais pas cette prétention-là,
Mais en tout cas, je le pratique avec 4-5 athlètes de mon groupe qui souhaitaient aussi le faire. Il faut que ça vienne une démarche. Il faut que ce soit une démarche de l'athlète aussi de vouloir le faire. Il y en a, ils ne veulent pas en entendre parler. Et Ouais, puis, il il y y a en un a, réel engagement. il y a un réel engagement. Et donc, du coup, on va dire que je suis en course formation. Donc, je fais un suivi. Je demande à ce groupe d'athlètes là, de réaliser des tests HRV. Et puis, je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors après, moi, j'utilise le HRV c'est un indicateur, c'est une photographie à un instant T, mais j'axe pas du tout. Enfin, j'axe pas du tout. On va dire que l'entraînement n'est pas construit autour du test HRV. C'est vraiment l'inverse. Plutôt, il y a l'entraînement et le test HRV vient justement par moment faire une photographie, voir un peu l'état physique de l'athlète. Évidemment, il peut nous amener des fois à ajuster, à avoir une réflexion sur ça, mais je le prends vraiment comme une indication. Et parce que d'une, je pars du principe que je suis pas encore expert. Et de deux, même en étant expert, je pense c'est aussi le discours un petit peu de Laurent pendant sa formation. Il faut aussi avoir une vue globale de l'athlète et se dire que c'est pas non plus, c'est pas parce qu'il y a un chiffre, enfin il y a un chiffre, c'est un peu réducteur, c'est très vulgarisé de dire ça, mais il y a un résultat de test qui est soi-disant théoriquement pas très bon, ça veut pas dire que l'athlète est complètement hors de forme, ou l'inverse d'ailleurs. Mais voilà, faut prendre un petit peu de recul, comme la fréquence cardiaque, comme tout indicateur. Il faut toujours le prendre assis avec un petit peu de recul. Hmm. Et dernièrement, alors ça a surtout rincé le monde du triathlon, mais est-ce que tu as eu accès, voire même tu utilises le capteur de glucose de chez Super Sapiens? Non, ça, j'utilise pas. J'ai vu que j'ai un peu regardé, je me suis posé un petit peu des questions, il y en a peu ça, mais non, je sais pas du tout, j'en suis pas là. Non, pas du tout. Après, c'est toujours pareil, évidemment, j'ai lu pas mal de trucs, j'ai regardé j'ai posé des questions à quelqu'un qui l'avait utilisé là pendant un mois, voir un petit peu comment ça se passait, etc. Mais pour l'instant, c'est toujours pareil. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par ordre de priorité. Hmm. Par rapport au groupe d'athlètes que j'ai, je pense que ça, c'est pas encore nécessaire. On peut faire sans. Pas que c'est inintéressant tout à fait, hein, pas que mais je le pratique pas. Enfin, on l'utilise pas avec le groupe d'athlètes que j'entraîne. Ouais. Pourtant, il y aurait peut-être un petit peu de boulot en ski de fond parce que si tes athlètes partent sur de la longue distance, alors sur de la courte, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais sur de la longue distance, déjà en ski de fond, ben, j'imagine que prendre son ravitaillement, c'est assez compliqué. Moi, je regarde un peu là ce que font tu sais, Paul Combet, comment c'est, Mathis Leray, tout ça, là, qui font de la longue distance. Quand tu les vois partir 3-4 heures dans des températures extrêmes, tu te demandes ce qu'ils mangent parce que tout gèle et puis ce qu'ils boivent. Et à mon niveau, tu vois, il y avait aussi autre chose avec la personne qui me suit en nutrition, donc me donnait un peu les mêmes consignes en vélo qu'en ski de fond pour une sortie longue, on va dire de 4-5 heures. Et problème, bah, en ski de fond, moi, franchement, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de manger plus. Alors, je ne sais pas si tu as noté aussi Ah non, mais alors, choses. j'ai peut-être eu un malentendu sur ce que je te disais tout à l'heure. C'est sûr que, enfin, j'utilise pas on va dire l'utilisation pour mesurer, voilà, le truc, comment ça s'appelle, Sapiens, là, c'est ça? Oui, ça c'est Mais le nom de par la contre, marque, mais après c'est développé oui, par Abbott, enfin, on pourrait citer pas mal de noms, mais oui, oui. exactement. Mais par contre, c'est sûr que l'alimentation dans notre sport, ça, c'est par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie éducation, il y a du boulot dans notre discipline. Ça, c'est sûr que par rapport à des disciplines comme le vélo, comme le travail en longue distance, etc., on est en retard, je pense, ça c'est évident. Que ce soit pour du fond spécial assez court comme pour la longue distance, où voilà, on commence à se développer sur ce circuit-là. Il y a une vraie éducation à faire autour de l'alimentation, du ravitaillement. C'est sûr que qu'on se pose la question, évidemment, est primordiale pour des efforts qui dépassent 2 heures, 2 heures et demie, même dans des conditions, comme tu dis, pas forcément assez hostiles, on va dire, entre le froid, des fois la pluie, la neige, etc., des conditions où l'organisme a besoin d'un peu plus de carburant on va dire, par des conditions, on va dire, un peu plus faciles. Euh, donc Oui, oui, on voit oui. même parfois, tellement il fait froid, vous devez mettre des petits straps sur les pommettes.
Alors, c'est bien que tu parles de Paul et tout ça, on n'a pas parlé, parce que dans cette filière-là, c'est un peu brouillon, hein, je te dis, j'ai l'impression, mais tu parlais de Mathis et de Paul, là, qui sont, alors, eux, ils font partie du team Nordic Experience, et on va dire que nous, le fait que la formation longue distance, il est conçu un petit peu comme ce centre de formation, justement, de cette équipe qui fait partie Paul et Mathis, Team Nordic Experience, qui, eux, évoluent sur le circuit mondial de la longue distance. Donc nous, voilà, on se joue un petit peu comme à l'image. Alors, notre modèle, alors après, on est très très loin structurellement de ce qui se fait, mais c'est un petit peu AG2R, par exemple, qu'on a dans le coin. D'avoir Oui. une équipe pro comme AG2R, donc ça, ce serait plutôt le Team Nordic Experience. Et puis, AG2, Citroën AG2R U23, qui, eux, forment justement les futurs athlètes. En les Nous, forçant à aller à l'école aussi. en les forçant à l'école, c'est justement. Non, mais c'est l'équipe, en tout cas, la vision globale, on s'est largement inspiré de ce qui se faisait, notamment dans le vélo, juste en dessous de chez nous. Et vraiment, voilà, on se veut un petit peu, en tout cas, d'avoir cette vision-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, les athlètes qui n'auraient pas réussi, justement, mes athlètes qui n'auraient pas réussi à raccrocher ou à prendre de sélection internationale dans le fonds spécial, on leur fait découvrir justement la longue distance. Alors, nous, sur le territoire français, donc il y a de très belles courses. On arrive du marathon de Bessan, on a fait le marathon des Bellecombes. On va aller, ce week-end, on part à l'envolée nordique, on va aller à la transjurassienne, etc. tout au long de la saison. Voilà, dans l'optique aussi de faire découvrir à ces jeunes ce que c'est la longue distance, des efforts un peu plus longs, parce que pour un skieur de fond, on va dire que l'effort standard, il oscille entre 35 minutes et 5 minutes. On va dire que c'est la plage en fonction des différentes disciplines. Donc c'est vrai que la longue distance, c'est aussi un autre effort pour le skieur de fond en compétition. Donc l'idée, c'est bien aussi justement de lui faire découvrir ces nouvelles distances. Et qui dit nouvelle distance dit aussi nouveaux besoins, que ce soit en ravitaillement, que ce soit en gestion de course, que ce soit en technique, etc. Donc voilà, on se veut aussi comme un groupe formateur pour aller après justement permettre à certains athlètes, s'ils le désirent et qu'ils accrochent, à aller évoluer sur le circuit mondial des longues distances qui actuellement se nomme la Visma Ski Classique, dont participent, tu disais tout à l'heure, deux athlètes, là, Mathis et Paul, qui sont dans le Team Nordic Experience, Et pour aller Barcasse après, aussi. voilà, pour aller faire des courses qui dépassent les 70-90 km, donc des efforts de plus de 4 heures. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi dans cette idée-là. Ouais. Ah, ça commence à faire. Puis surtout, alors après, le ravito, il peut geler. Puis avec tes gants, tu peux ne pas arriver à le prendre. Enfin, je pense que vous allez vous creuser la tête encore longtemps. Voilà, alors, il y a des petites combines. Voilà, on scotche les dossards, on scotche les gels, les barres sur le dossard, sur les cuisses. On essaye d'en mettre dans les manches. Et oui, mais si tu le scotches à l'avant de la cuisse, ça gèle, alors que derrière l'ischio, ça reste chaud normalement. Non, mais Il y a c'est des des petits trucs, c'est fou, hein. Puis après, et heureusement, il y a des gens qui ravitaillent aussi au bord de la piste. Donc ça fait partie, c'est aussi une gestion différente pour le staff aussi qui, voilà, c'est pas comme en fond spécial où les athlètes tournent sur une boucle de 2,5, on va dire, c'est relativement facile, on les voit passer souvent. C'est vrai que sur ces courses un peu plus, qui ressemblent un peu finalement à une étape en vélo, tu pars d'un point A, tu arrives à un point Ouais, B. Il y a une tout belle un petit peu traversée. voilà, il y a cet aspect logistique qui est important à prendre en compte. Hmm. Alors, tu as parlé tout à l'heure des conditions météo qui pouvaient parfois être apocalyptiques. Comment tu gères ça parce que sur une saison, bon, l'été, j'imagine que ça doit aller, mais sur une saison hivernale, voilà, parfois, vous arrivez pour faire une séance, bon, il a neigé toute la nuit, donc le terrain est mou. Parfois, il y a un redoux, voilà, souvent au début de janvier, il y a moins de neige, alors vous êtes peut-être embêté pour faire des trucs. Parfois, c'est une pluie diluvienne qui s'abat sur le massif des Bauges pendant quelques jours, donc là aussi, c'est compliqué. Comment tu gères un petit peu tout ça? Puis peut-être si tu as des anecdotes un peu sympas sur quelques belles sorties sous des météos bien bourrins. Alors, je différencie un petit peu. Il y a 2 temps. On va dire que pendant la préparation, on adapte, mais pas trop quand même. Enfin, pas trop. C'est évident que tu vas pas aller. Tu vas pas. Si ça présente un caractère dangereux, ce soit n'importe quoi, il y a énormément d'eau, tu peux pas faire de ski roue, ou, voilà, on adapte. Mais je veux dire, la préparation, non, c'est une préparation. De toute façon, la semaine, elle fait 7 jours. S'il y a
on va dire, une certaine charge d'entraînement, un certain volume horaire à réaliser. Au bout d'un moment, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut y aller. Donc, c'est aussi pour ça qu'on essaie de trouver des lieux de stage. C'est évident que si tu veux partir faire du vélo, par exemple, on fait un stage de vélo en juin, on essaye plutôt aller chercher un peu la douceur dans le sud pour que ce soit un peu plus agréable. Mais voilà, on essaie de jouer plus avec les lieux, mais après, voilà, comme dit, il y a plein de dictons, hein, mais il y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais habits, ou il y a un peu des trucs comme ça, mais c'est un peu dans Ouais, ça a des limites quand même. ça a des limites, mais tant que je te dis, pour moi, la limite que je me fixe, c'est pendant la préparation, hein. Pendant, Ouais. on va dire, l'été, l'automne, tout ça. Faut pas que ce se mette la tête en danger, et puis pas non plus qu'il tombe, malade ou prenne un peu de retard. Mais au bout d'un moment, on fait un sport de plein air et il faut arriver à s'adapter. Après, mon discours, il change un peu par rapport, un peu plus pendant l'hiver, comme je te disais, notamment par rapport à l'hiver, on va dire, Ah, comme où je te dis, t'enchaînes les compètes, là. on enchaîne toutes les compètes et c'est vrai que bah, faut savoir s'adapter un petit peu. Alors c'est pareil. Si c'est juste parce qu'il y a beaucoup neigé, que le fond est mou, etc., c'est pas forcément un critère qui va être, on va forcément adapter parce que je pense qu'il faut le propre du sport de haut niveau, c'est justement arriver à s'adapter tout le temps et enfin, apprendre à s'adapter pour évoluer, pour évoluer Ouais. le plus efficacement possible. Mais Mais t'es par pas contre, c'est gêné, sûr. par exemple, pour faire de l'explosivité ou tu vois, en vélo, s'il pleut, faire de la force dans un col, ça peut être embêtant. C'est sûr que si on a prévu de faire une séance de vitesse, de sprint, des sprints de 10 secondes, etc., mais bon, on l'a déjà eu fait, ça se fait, hein, on trouve des solutions. Après, c'est évident que si c'est la tempête, que tu as prévu de faire 3 heures de ski, que c'est la tempête, il y a 80 km/h de vent, du grésil et tout, Ça arrive souvent, bon, ça. Enfin, souvent, plusieurs jours dans l'année, quand même, hein. ça peut arriver. Bah là, on adapte, évidemment, on adapte. On n'est pas, on adapte. Mais je veux dire, ce que j'aime bien aussi un peu transmettre un petit peu aussi aux jeunes, c'est on adapte, mais faut pas parce que alors il y en a certains. Après c'est toujours pareil, c'est en fonction du type d'athlète que tu as. Il y en a, ils vont avoir tendance à adapter assez facilement parce que ils se cachent un peu. Tu vois, oh, bah, il fait 3 gouttes, bah, du coup j'irai demain. Et puis à l'inverse, tu as l'athlète qui lui, si c'est marqué qu'il faut faire ça ou ça, quoi qu'il arrive, il Ah, il ira. ira Donc jusqu'au bout, hein. Tant que le euh, ju- PHM ne vient pas, il y va. exactement. Donc c'est un petit peu arrivé à quand tu connais bien tes athlètes, et je pense que c'est la clé, hein, de ça, c'est justement d'arriver en fonction de chacun et de chacune, de voir jusqu'où tu peux pousser, ou justement s'il dit qu'il peut, s'il y en a, il dit je peux pas, c'est des fois, effectivement, il peut pas. Mais voilà, de la même façon qu'on gère un peu la maladie, les contraintes extérieures, etc. Voilà, donc il y a quand même, c'est aussi vachement un petit peu par rapport à chaque individu. Mais tant, voilà, pour répondre à ta question, ma limite, c'est la mise en danger ou pas de l'athlète. S'il n'y a pas de danger et il y a pas de risque à proprement parler de tomber malade ou de se blesser, il faut y aller, quoi. Hmm. Ok. Tu nous as parlé un petit peu, mais pas suffisamment, de la préparation physique Mhm. estivale, puisque justement, dans votre sport, la partie préparation physique que tu vas nous définir selon toi Mhm. est en fait plus longue que la période des compétitions. Parce qu'on va refaire le parallèle par rapport au vélo, mais en fait, ça peut aussi coller à la course à pied ou au triathlon, enfin bref, un petit peu tout ce qu'on a vu jusque-là. C'est-à-dire, voilà, pour les autres sports, triathlon, machin, bidule, tout ça, décembre, janvier, février, on fait les bases, et puis les 9 autres mois de l'année, allez, c'est parti, c'est la compétition, plus ou moins suivant chacun, bien sûr. Alors que vous, c'est l'inverse, ça va être mai, juin, juillet, août, septembre, donc on est déjà à 5 mois de préparation, et après on commence en octobre à aller caresser un peu la neige, et encore, et fin novembre, début décembre, les premières courses qui s'arrêtent déjà, entre guillemets, fin mars. Donc vous, c'est un peu inversé. Du coup, comment tu gères ça? J'imagine que vous avez plus le temps de vous attarder peut-être sur des qualités à développer. Exactement. Moi, j'aime bien cette notion de... Donc déjà, un peu mon dicton, c'est on fait les choses au moment où elles doivent être faites. C'est un peu ça, parce que des fois, le fondeur, en général, a toujours tendance à vouloir courir tout le temps, hein, pendant la préparation, pendant la préparation assez tôt, on va courir après la neige. Donc d'essayer de la chercher en septembre, enfin en juillet, des fois sur les glaciers, en septembre, en octobre. Ah oui, tu as raison, Tignes est ouvert en juillet. Exactement, c'est propice souvent, mais on l'a pas fait ces 2 dernières années, mais on a déjà eu fait des stages, ouais, à Tignes, puis les équipes de France, etc. Ils vont souvent en juillet justement pour retrouver il y a souvent des bonnes conditions.
Mais néanmoins, c'est faire les choses au bon moment où elles doivent être faites. Comme je te disais, on a la chance de pouvoir faire plein de sports et surtout, on essaie aussi de se rythmer au fil des saisons. Donc, pour reprendre un peu ta question, moi, la préparation physique, alors il y en a qui vont peut-être inclure dedans là, plutôt ce qui est parti plutôt muscu ou quoi. Moi, je l'intègre, comme je te le disais, moi, je vais distinguer la préparation physique générale, spécifique, et après la période de compétition. Pour moi, la préparation physique générale, elle va de mai à septembre, on va dire. Donc, ça, c'est une préparation physique qui est générale, qui est assez longue. Alors, et comme je te disais tout à l'heure dedans, qui est rythmée en fonction des mois. On va adapter plutôt le contenu de ce qu'on fait plutôt que le volume, on va dire. De mai à septembre, pour simplifier, on s'entraîne beaucoup. Ça va être des mois qui sont entre 80, 90 heures, 100 heures pour certains. Enfin, Ah, beaucoup. c'est bon, ça. Après, je m'adresse à un ultra trailer, donc je sais que le beaucoup pour toi est peut-être enfin, le peu pour toi est peut-être le beaucoup pour nous, je sais Ben, pas. en fait, ça dépend, tu vois, ce que tu fais. Il y a eu le podcast avec Thomas Laure Blanchet où il parlait de l'entraînement occupationnel, tu vois. Donc, Mm. l'athlète quasi professionnel ou qui a beaucoup de temps libre, il se lève le samedi matin pendant sa prépa physique, puis bon, il n'a pas grand-chose à faire. Tiens, finalement, il va faire 3 heures de vélo, quoi. Ouais, Donc ça, exact, bon, voilà, ça gonfle les chiffres, on va dire, mais c'est pas non plus la mer à boire. exactement. Non, mais donc voilà, donc tout ça pour revenir. Nous, de mai à septembre, donc mai, juin, on va être sur une période de reprise, justement pour réhabituer l'organisme après la coupure, on va dire, qui se fait du 15 avril allez, 15 avril au 10 mai, il y a 2, 3 semaines, on va dire. Et puis après, voilà, remise en forme, réhabituer l'organisme à s'entraîner régulièrement, reprendre des bonnes habitudes, on va dire. Et puis après, cette partie de voilà, juin, juillet, août, septembre, une période avec des gros volumes où au début, on va être sur des sports plutôt faire des heures, comme tu disais là, des heures un peu faciles, entre guillemets, à vélo, la marche, enfin des marches, course à pied, etc. Et puis plus on va dire on va avancer dans le temps, plus ces heures-là vont être remplacées par du travail spécifique qui fait forcément augmenter la charge d'entraînement parce que 3 heures de vélo, c'est pas ça n'a pas la même répercussion que 3 heures de ski à roulette ou que deux Ah heures oui, de c'est course à très pied. traumatisant, hein, le ski à roulette. Alors très non, enfin ça dépend. C'est sûr qu'il faut pas Ouais. tomber, Tu, faut tu pas dirais que c'est plus traumatisant que le ski sur neige? force Forcément, alors après, c'est toujours pareil. C'est aussi l'enjeu des premiers mois de la préparation, c'est d'arriver à arriver physiquement prêt pour pouvoir accepter les charges d'entraînement en ski à roulette. En ski à Hmm. roulette, la différence avec la neige, c'est que les bâtons, ils tapent Ça sur du tape. Ouais. bitume. Voilà, ils tapent sur du bitume, donc il peut avoir des fois quelques soucis de tendinite mais ça fait 2, 3 ans que ça se passe pas trop mal. Il y a des petites douleurs, je vais pas te cacher, sur 20 athlètes, j'ai bien quelques-uns qui sont embêtés par quelques tendinites, quelques trucs. Mais non, non, le plus dangereux, un peu comme en vélo, c'est la chute, quoi. C'est sûr que si tu tombes, bon, bah voilà, tu te fais mal, quoi. Mais l'aspect traumatisant, si tu es bien préparé physiquement, après, c'est toujours pareil, il faut adapter aussi un peu. Tu vas pas faire la même chose avec des jeunes skieurs et des skieurs expérimentés. Alors, je ne vais pas les envoyer sur 4 heures de poussée si tu n'as jamais fait ça. Il y a une notion de progressivité. Mais non, c'est pas très, très. Je trouve pas que ce soit quelque chose qui est dangereux en soi, quoi. Si c'est bien pratiqué et si on est prêt à le faire, quoi. C'est pour ça cette Hmm. progressivité, justement, pendant ces mois où on va remplacer progressivement les heures d'aérobie en vélo, en course à pied, on va les remplacer progressivement par du ski à roulette, travail spécifique, pour justement d'ici arrivé à mi-juillet, on soit vraiment en capacité de faire des gros mois de préparation spécifique en ski roue pour justement après arriver à fin septembre et pouvoir après basculer sur du travail un peu plus à plus haute intensité, on va dire. Voilà. Euh, et ouais, à ce moment-là, qui va se rapprocher le plus possible du sport voulu et désiré, bah, qui est le ski. Exactement. Pierre, tu me disais tout à l'heure que tu finissais, que tu avais récemment terminé une formation, c'est ça, avec Laurent Schmitt? Non, ouais, ça c'était Laurent Schmitt, comme je te disais, au début, quand tu te formes, moi j'ai passé le DE premier degré, et là j'ai passé ce qu'il appelle le DE second degré, donc c'est le diplôme
euh, entre guillemets, officiel de l'État pour être entraîneur de ski. Donc, c'est vraiment un diplôme qui est, qui a la valeur, on va dire, d'entraîneur et qui est reconnu comme Bac+5. Voilà. D'accord. Donc c'était Laurent Schmitt là, qui a terminé, mais qui était responsable avec Nicolas Coulmy, qui travaille à la Fédération française de ski, qui était responsable de cette formation. Mais donc, on va dire, tous les 2 ans, là, euh, l'État propose cette formation-là aux jeunes entraîneurs, ou pas d'ailleurs, pas forcément que jeunes entraîneurs, mais aux entraîneurs qui le désirent, de se former un peu plus sur le métier de l'entraînement, justement. Et du coup, comment tu dirais que tu fais toi pour progresser en tant que coach? Donc, tu disais que tu avais quasiment maintenant hein, les 10 années derrière toi là, de coaching. Est-ce que tu as eu recours à quelques petites formations? Est-ce qu'il y a quelques livres qui t'ont servi un petit peu de table de chevet, tellement parfois ils sont énormes? Alors, livre, pas trop. Après, je disais, j'ai toujours gardé déjà ce que je t'ai pas dit au début, c'est que j'interviens toujours à l'Université de Savoie, justement. J'interviens maintenant au STAPS avec l'aspect ski de fond. Donc, ça, tu vois, j'ai toujours voulu se garder ce lien un peu avec l'université parce que, alors, comme tout le monde, je lis des trucs, j'essaie voilà, de me renseigner sur pas mal de sujets, mais je pense que déjà, la- ma vision globale, c'est déjà de vouloir rester de rien prendre comme acquis, d'avoir ses bases, ses valeurs, ses référentiels, et puis de se dire de rester. Moi, je prends beaucoup de plaisir à la fac, juste déjà dans l'état d'esprit de se dire je vais à la fac pour échanger, pour partager, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour discuter avec des gens qui font des choses vraiment différentes, mais pour être toujours dans cette dynamique de continuer d'être curieux, quoi. Comme je pense que si tu t'intéresses à l'entraînement, c'est que tu es curieux, mais voilà, d'être dans un envie, dans cette démarche-là. Et puis, euh, et puis après, pour progresser en tant qu'entraîneur, c'est évident que moi, on n'en a pas trop parlé finalement, mais moi, comme je Après, il y a conçois peut-être le poids l'entraînement, des années aussi. ouais, quand j'avance, moi en fait, plus j'avance, et paradoxalement, je pense qu'un entraîneur, il accumule de l'expérience. Donc, moi, j'accumule de l'expérience sur le terrain avec les athlètes que je coach au fur et à mesure des ans. Mais je pense que on va dire que donc tu as le cumul tu as des nouvelles méthodes d'entraînement, etc. Mais en fait, plus j'avance, plus je me dis, on maîtrise pas grand-chose. Donc c'est un peu paradoxal ce que je veux te dire, c'est que quand je dis on maîtrise pas grand-chose, c'est que moi, des fois, je vois des entraîneurs qui essayent justement de, de tout maîtriser. On va maîtriser telle allure, tel truc. Là, il faut que tu fasses 2 h 4 d'entraînement parce qu'on a un entraînement à J+7, etc. Et finalement, moi, j'étais peut-être comme ça un petit peu quand j'ai attaqué à entraîner. Enfin, je suis assez cartésien de base. Et en fait, plus je m'aperçois, plus j'avance, plus je me dis finalement d'accepter qu'en fait, on gère de l'humain avant tout et que gérer de l'humain, un athlète, tu lui fais son plan d'entraînement. Donc, c'est sûr que tu es obligé d'avoir une trame, mais c'est sûr qu'en fonction de l'état de l'athlète au moment donné, il y a tellement de paramètres qui influent que finalement, de se dire on ne maîtrise pas grand-chose et en maîtrisant pas grand-chose, il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Tu vois. C'est un peu dans cet état d'esprit. Je ne sais pas si tu cernes un peu ce que je veux te dire. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là que j'avance. Alors, cette expérience me sert, mais tout en se disant d'arriver à s'adapter au fur et à mesure des jours, des mois, des semaines, etc. C'est plutôt comme ça que je le vois, quoi. Ah oui, puisque on en a parlé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Dans ton sport, vous avez aussi un cas particulier, c'est que je ne sais pas comment c'était il y a 10, 15 ans, mais bon, aujourd'hui, alors les 3, 4 dernières années, on a eu quand même des beaux hivers, mais parfois on se fait vraiment bien avoir par la météo. Et on a des saisons Ouais. qui sont presque divisées par deux. Donc à ce moment-là, peut-être il y a des athlètes qui, pendant leurs jeunes années, là où on se développe le plus, se sont fait un peu tronquer des enfin, se sont fait un peu voler des années, entre guillemets. Bon, c'est la faute à personne, hein, enfin, ou à tout le monde, mais ça dépend comment on voit les choses. Mais en tout cas, ils n'y pouvaient Ouais. rien sur le moment présent. Du coup, Bah tu après, peux faire face à ça aussi. Et ouais, après, tu vois, c'est justement, ça englobe. Je vais y venir, je pense que pour moi, c'est hyper important et j'ai l'impression de pas t'en avoir parlé, mais bah,
déjà, le contexte actuel qu'on est tous avec le coronavirus, enfin, le Covid-19, là, Ah oui, il y a ça s'il y aussi, a mais bien. j'étais plus sur les clochers. Il y a ça aussi. Non, mais finalement, ça ressemble. Des fois, tu as des années où ça se passe pas, il n'y a pas de neige, ou des fois, il y a pas. L'année dernière, on a fait une saison blanche. Hein, Ah oui, enfin, il y il avait y pas avait de la beaucoup. neige, mais il n'y avait pas de course. Il y avait pas de course. Finalement, ça, tu dois t'adapter, en fait. Mhm. Et c'est vrai, ça rejoint un peu ce que je te dis. Quand on maîtrise rien, de rien maîtriser, ça veut dire que il y a- c'est un peu faux ce que je te dis. C'est un peu, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas, en fait. Tu n'as pas d'emprise dessus, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de course, et il y a une maladie qui traîne. Ça, tu maîtrises pas. Et, et donc, du coup, bah, faut s'adapter. Moi, là, pour les jeunes, et je pense que c'est aussi ma vision de coacher, euh, c'est vraiment par rapport, moi, c'est la notion de groupe. En fait, je te parlais tout à l'heure, on a un groupe de 20 athlètes. Et pour moi, ma façon de coacher, c'est je coach pour le groupe et pas forcément, je m'attarde pas, je mets pas forcément le focus que sur un ou deux athlètes. Je te parle pas sur la pro, hein, je te parle vraiment sur l'attention, sur le truc. Moi, je pense que cet effet, on pratique un sport en équipe, Ouais, mais la vie du un groupe. sport individuel. Ouais, mais la vie du groupe, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et la réussite d'un athlète sur le plan individuel, moi, je le vois comme ça. C'est ce que j'essaie de véhiculer au sein de mon équipe. C'est vraiment d'avoir une ambiance de groupe optimale et partager plus que du sport, partager un peu plus que des simples entraînements, on va dire. Et donc, partie de ce constat-là, et bah, ça fait accepter vachement plus de choses sur des fois, tu as l'impression que la vie est injuste ou machin. Et bah, finalement, ça décentralise un peu l'athlète que sur la performance. Ça lui fait, quand l'athlète il vient, s'il est bien, s'il est content d'être avec ses partenaires d'entraînement, s'il a le sentiment de partager, de vivre une expérience aussi qui est chouette, parce que à 20 ans, partir tous les week-ends à gauche, à droite, s'entraîner tous les jours, finalement, c'est quand même quelque chose qui est quand même, c'est une expérience hors du commun que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ça, c'est ce que je leur dis. C'est aussi plutôt cette notion voilà, de vivre une belle expérience ensemble et puis voilà, tout simplement. Mhm. Et comment tu dirais qu'a évolué ce métier de coach là, sur les dernières années? Alors toi, c'est vrai que tu fais peut-être partie des plus jeunes, encore que bah, le temps passe, hein, Pierre. Ouais, le temps passe. Ouais. Mais avec quasiment 10 ans de bagage derrière toi, je pense que tu peux déjà avoir un avis sympa. Alors, Parce qu'en plus, toi, évoluer, tu as vu l'évolution dans le sens où tu as eu un groupe qui peut-être n'aurait pas existé sans que tu sois là. pas que je sois là, Parce qu'avant, je ça sais restait pas. très fédéral. Enfin, là, finalement, Des c'est un groupes, petit peu le club de la FECLA qui propose aussi son groupe. exactement. Euh, Bah, après, ce que j'ai oublié de te dire aussi, parce que j'y repense là, c'est que je suis pas tout seul. Et avec moi aussi, tu dois le connaître aussi, qui est coach, on va dire, second et qui m'aide au quotidien énormément, c'est Thomas Chambellan, qui lui, par exemple, a Ah été oui. un athlète du club que j'ai coaché et que j'ai été son entraîneur il y a 4 5 ans et qui maintenant est entraîneur avec moi. Donc, c'est ça aussi qui est sympa de voir un athlète évoluer pour après évoluer, qui évolue professionnellement. Donc, Évoluer, évoluer, je sais pas comment le mettre. Bah, évoluer forcément par rapport, bah là on est là aussi par rapport à une application comme Nolio. C'est sûr que je pourrais actuellement, pour proposer ce niveau d'entraînement, sans une application comme Nolio, j'irais 20 athlètes au quotidien, parce que je regarde les séances au quotidien, voilà, ce serait quand même, c'est hyper compliqué. Moi, c'est sur la partie technologique, le métier d'entraîneur, je pense que ça apporte un gros plus et ça permet alors, tu pouvais faire pareil, je pense, mais ça demandait pas le même temps de travail. Donc ça, je pense que c'est une grosse évolution sur la partie, on va dire, pratique du métier. Et après, ce qui reste une constante, je pense, et c'est ce sur quoi j'essaie de m'appuyer, c'est vraiment, là, je te disais, là, le caractère humain et être à l'écoute de l'athlète. Voilà, pour moi, un bon entraîneur, c'est avant tout, c'est quelqu'un aime aller voir les gens, qui est sociable, qui aime discuter, qui aime partager, tout simplement, quoi. Donc, je pense que évoluer.
je sais pas si j'ai pas répondu à tes questions, j'ai l'impression, mais Bah, dans ton cas, il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'évolution dans le sens où toi, tu as toujours eu affaire à des gens voilà, qui venaient dans un club et qui pratiquaient en tant que licenciés, alors que dans des podcasts précédents, tu avais des entraîneurs qui étaient indépendants, hein, on va dire, et qui, eux, avaient des particuliers qui venaient à eux. Tu vois, quelqu'un, voilà, il a 35 ans, il est dans sa vie de famille, son travail, tout va bien. Il a toujours pratiqué le vélo. Tiens, il veut se mettre au triathlon. Tiens, il y a un coach triathlon. Tiens, il arrive. Voilà, des gens comme ça, il y en a de plus en plus. Et du coup, il répondait à une offre sans arrêt croissante. Alors, est-ce que peut-être c'est le cas aussi? Toi, tu le vois de plus en plus des gens qui, au lieu de décrocher de la catégorie junior, continuent à pratiquer le ski en compétition, peut-être? Nous, c'est vraiment un des objectifs de ce groupe-là, justement, c'est de garder pour l'écosystème aussi du ski ces Ouais, pour que jeunes-là. l'équipe de France puisse, au cas où, aller piocher un peu derrière, parce que sinon, ils étaient un peu dans un vide. Oh, même sans avoir cette prétention-là, alors s'il y en a un ou deux qui raccrochent, tant mieux, mais il y a aussi surtout ces jeunes qui vont continuer le ski, c'est-à-dire ils vont évoluer dans ce milieu du ski nordique, ils vont être dans un club, ils vont sûrement passer leur diplôme, ils vont peut-être entraîner, ils vont faire sûrement des courses, Ah, finalement, ils euh, vont rendre ce que le club leur a donné, peut-être aussi, à un moment donné. rendre et puis surtout participer. Dans le cas de Thomas, Euh, par exemple. Le cas de Thomas, qui voilà, n'a pas été un athlète en équipe de France, il n'est pas allé aux Jeux Olympiques, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il a raté sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'avoir des gens qui sont allés au bout de leur projet et surtout qui restent dans le milieu. Pour moi, je pense, je le vis plus comme un échec, enfin un échec. Un jeune qui arrête le ski au bout de 19 ans et puis qui ne remet plus jamais des skis, qu'on ne revoit plus, pour nous, on l'a perdu. Si on voit de façon globale, tu vois, il n'est plus dans la discipline, on l'a perdu, Hmm. quoi. Alors, tu vois, de garder les jeunes dans le milieu, je pense que c'est hyper important pour la suite, pour le développement de notre sport. Et puis, en tout cas, nous, c'est vraiment, nous, j'ai des athlètes qui aussi encadrent certains jeunes qui entraînent les plus jeunes, etc., qui se forment. Voilà, c'est un écosystème, on va dire. Je pense, tu vois, je le vis et je vois un peu comme ça. Ces jeunes-là qui courent le week-end sont aussi à même à pouvoir travailler et s'investir professionnellement dans le ski. Et après, par contre, l'évolution qu'on a vue, et ça, tout le monde le voit, c'est le biathlon qui se développe, qui est une énorme vitrine pour le nordique en général. Et nous, même au sein du Hmm. club, on le voit, il y a la pratique biathlon est en pleine expansion, que ce soit chez les plus jeunes, mais aussi des gens, comme tu disais, qui ont Chez les 40 ans et masters. voilà, les masters, justement. On avait déjà un groupe master de ski de fond, tu vois, qui pratiquait les courses populaires, etc. Et maintenant, un groupe master d'une vingtaine de personnes là, en biathlon. Voilà, des gens, des sportifs, on va dire, réguliers, mais sans aucune prétention, qui achètent une carabine comme on achèterait un vélo et qui souhaitent être encadrés pour pratiquer en sécurité, bien sûr, mais voilà, pour se faire plaisir, pour pratiquer le biathlon à part entière, quoi. Voilà, ça, c'est une des nouveautés, c'est sûr, de notre discipline. Hmm. Ouais, puis c'est vrai que parfois, il y a quelques années, les skieurs étaient un peu jaloux de cette aura médiatique du biathlon, mais au final, ça se déverse de manière positive sur eux parce que de plus en plus sur Eurosport, voilà, les KV Sprint sont très retransmis. La Vasalopette, elle est retransmise quasiment en intégralité sur la chaîne L'équipe. Enfin, en tout cas, ça a été le cas en 2019. Donc ça, voilà, ça arrose un peu tout le nordique aussi, donc c'est sympa. Puis les gens se rendent compte que c'est aussi agréable à regarder. Ouais, c'est très impressionnant, hein, les chaos sprint. Exactement. Après, voilà, puis, enfin, faut dire ce qu'il y a, hein, le biathlon, c'est largement aussi sympa à regarder, hein, et puis ça prend de l'ampleur, comme tu dis, ça Et sert tout le monde, je le, pense. le biathlon, c'est le seul sport qui est regardé par des gens qui pratiquent quasiment pas. Peut-être celui qui lui arrive à la cheville, c'est le Tour de France où il y a des gens qui regardent pour la beauté des paysages. Mais le Mm. biathlon, tu as des gens qui n'ont jamais fait de ski et regardent juste parce que en fait, tu as le côté roulette russe, hasard, tu vois. Le mec arrive, il a soi-disant en course gagnée, puis bon, ben, il fait 4 fautes, quoi. Ouais, et puis je pense Il finit que septième. où le biathlon, et c'est très bien en ce moment ce qui se passe, je pense qu'au lieu de. Moi, je suis pas du tout dans ce critique-là, mais c'est plus au lieu des fois d'être dans la,
être un peu dans la jalousie ou je sais pas, comme tu le disais. Moi, c'est plutôt, faut reconnaître ce que c'est le biathlon et ils ont un beau circuit de course à tous les échelons. Le grand public voit la Coupe du Monde à la télé, mais derrière, il y a un circuit IBU, c'est un circuit Coupe du Monde, euh, on va dire B, qui est juste en dessous de la Coupe du Monde. C'est hyper bien structuré chez les juniors, etc. Et je pense le biathlon se structure très bien et en plus est très bien médiatisé, c'est très bien filmé. Après, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller voir une course de biathlon en vrai au bord de la piste. Bah non, 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 j'en ai très envie hein, pour la prochaine au Grand Bah, Bornand. Je te cache pas oui, que... mais ce que je voulais te dire dedans, c'est que le biathlon, c'est aussi ça l'enfance, c'est que c'est très bien médiatisé, tu vois, c'est bien filmé, on nous raconte une histoire, il y a ces histoires de maillots, on suit, il y a nos stars françaises en plus qui ont fait que grandir la popularité. Mais c'est bien filmé parce que si tu vas voir une course de biathlon à la Fécla au bord de la piste, si t'as pas la télé pour te dire à combien il a tiré, etc., sur le papier, c'est pas forcément c'est pas très facile à lire. Mais finalement, le fait que ce soit très bien médiatisé et que ce soit, ce soit bien raconté, ça fait un sport qui est fabuleux et qui nous sert qui est une très belle vitrine pour le ski nordique en général. Tu sais, je m'étais posé une question, bon, on sort un peu du podcast, mais est-ce que les biathlètes font du ski classique? Donc la version pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas trop alertes avec les styles. En biathlon, on fait uniquement du skating, donc le canard. Et le style classique, ce que certains appellent l'alternative, c'est voilà, dans les rails, tout droit. Est-ce que les biathlètes pratiquent un petit peu le classique aussi Oh, bien, ouais, bien sûr. En tout cas, que je Parce parle qu'en de trucs compétition, c'est que du skating, hein, ça c'est que sûr et du certain. skating. Mais par contre, justement, le biathlon est venu par par le ski de fond. Et le ski de fond, à la base, c'était que le ski classique. Le skating est apparu seulement, j'ai envie de dire, à la fin des années 80, au début des années 90. Euh, donc, effectivement, le classique, culturellement, et même dans la pratique, oui, les biathlètes font les deux styles. Après, ils n'en font pas autant, évidemment, que les fondeurs. Mais en tout cas, moi, en tant qu'entraîneur, ça, c'est mon avis un peu plus sur l'entraînement. Le classique, faire beaucoup de classiques peut faire progresser en skating. On ne va pas rentrer dans l'aspect trop pointu, mais tout ce qui est travail d'équilibre, de gestion des déséquilibres, de motricité, etc., ça apporte beaucoup à la pratique en skating. Donc, pour te répondre, oui, je pense enfin, c'est pas je pense, et je suis sûr que les biathlètes font du classique parce qu'ils viennent culturellement du ski nordique, que faire du classique, c'est aussi, c'est très plaisant et je pense, et ça apporte Ouais, on aussi découvre beaucoup un sur peu le la pratique. domaine quand on fait du classique. Exactement. Donc, Déjà, on va plus doucement. ça dépend. Bah, moi, je vais plus doucement, en tout cas, c'est flagrant. Pierre, allez, c'est la rigolade, c'est la fin du podcast, enfin bientôt. Quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach là? Ça, c'est les questions marrantes de la fin. Grosse erreur, je m'étais un peu préparé à cette question. Grosse erreur, Ah, t'as triché! j'ai Honte triché, à mais toi. non, c'est que je t'ai écouté avant, c'est que j'ai été fidèle avant, c'est pour ça. Ouais, Non, une petite erreur, boulette, quoi, un truc marrant. la boulette que j'ai fait récemment, c'est ça, ça les a marqués. De naturel, je suis quand même assez minutieux. J'aime bien être à l'heure, c'est ce que j'essaie de leur dire, à l'heure, préparer votre matos, etc. Et dernièrement, je suis première course nationale, hop, avec un jeune, puisque moi aussi j'ai des particularités. Donc, petite parenthèse, on défaut pas régulièrement, je mets encore le dossard, je cours encore. Mhm. On arrive sur une première course, on va pour courir, hop, hop, hop. Je dis au jeune, petit jeune Evan là, qui était avec moi, je dis, ah bah t'inquiète, demain je te farde les skis, je te les amène. Et en fait, on est arrivé au matin de la course, j'avais pas pris les skis, quoi. Donc on est arrivé sur la course sans ski, quoi. Donc voilà, c'était la petite boulette, la Ah dernière ouais. boulette j'ai inversé de housse. J'ai pas pris je devais prendre 3 paires de skis, mais j'ai pas pris les 3 bonnes paires. Voilà. Donc on est arrivé sur la course, ça a été un peu enfin, on a trouvé une solution, on a trouvé des skis, on est redescendu les chercher, mais ça a été un Ah peu la bravo, course. le bilan carbone, bravo! Non, à pied, bien sûr, c'était à côté. Ah ouais, et ça m'était arrivé une fois, j'étais petit, on était chez le papa d'un copain et on monte au ski, tu vois, tout content. On arrive, on ouvre le coffre et en fait, pas de chaussures.
Ouais, bah, c'est un peu ce qui nous a. Ouais, nous, c'était les skis. Enfin, on avait des skis, si tu veux, mais ils n'étaient pas du tout fartés et prêts pour la course. Donc, Eh oui. ouais, c'est vrai. C'est la dernière petite boulette en. Ah, elle est belle. Je prends. Et voilà. Voilà. Bon, bah, écoute. Et puis à l'inverse, le plus beau moment que tu aies eu, donc la performance d'un athlète, la réussite, je sais pas, d'un beau stage, un bel événement. Euh, ça, je, ouais, ce que je te disais, des bons moments, t'en as quand les athlètes réussissent, ça c'est réussissent. Alors Non, mais un qui est marquant. là, bah, sur pareil, c'était sur le même week-end. Voilà, ça me Ah compare. ouais, putain, t'as tout fait. Tout fait ce même week-end, le jour où j'oublie les skis, dans la course des filles, justement, elles font le triplé, elles font un 2 3. Ah ouais? Voilà, donc j'avais jamais eu ça en tant qu'entraîneur sur une course nationale où il y avait Ah ouais, là, ouais. toutes les meilleures façons. On fait un 2 3. Et donc, du coup, bah, voilà, c'était un bon moment. Mais ça, c'est un des souvenirs qui me revient là. Mais des émotions. Voilà, quand je te disais, si je fais ce métier-là, c'est aussi et surtout pour les émotions qu'on vit en fait au quotidien et que voilà, l'émotion de la course, l'émotion du groupe, l'émotion voilà, des résultats, etc. Donc, ça, c'est la dernière en date qui m'a marqué, mais il y en a eu plein d'autres, il y en aura plein d'autres, j'en suis persuadé. Hmm. Oui, non, mais ça, on te le souhaite, bien sûr. Pierre, s'il y avait une personne que tu rêverais de coacher, là, vraiment, tu as tous les droits, c'est toi qui décides. Euh, de coacher, bah, je pense que sur la partie compétition, nous, c'est de pouvoir coacher le meilleur. Alors là, on est dans le rêve, on n'est pas dans la Ouais, réalité, mais ouais, tu fais ce que tu veux, là. c'est bien. Bah, de coacher le meilleur mondial. Nous, c'est un Norvégien, il s'appelle Johannes Klebe. C'est le meilleur skieur actuel de la planète. Donc, forcément, je pense que pour tout entraîneur qui aspire à être dans la performance, coacher le meilleur au monde actuel, ou en tout cas pouvoir partager un bout d'expérience avec lui, je pense que c'est légitime d'en avoir envie. Ouais. Et en plus, lui, il a l'air particulier, tu vois, dans son approche du ski, qui est peut-être moins traditionnelle que certains Norvégiens, non? Sur quel point tu penses? Enfin, je sais Il a l'air plutôt. un petit peu à part, il est moins rassemblement, non? Plus. Ouais, Après, je le vois qu'à travers ce qu'il veut bien nous montrer sur les réseaux, hein, ce qui n'est pas je pense, forcément représentatif. Mais... voilà, c'est ce que j'allais te dire. Après, surtout les Norvégiens, un peu alors je pense que ils nous font Là, ils bien sont dans voir le aussi. vice sans arrêt. Ils nous font bien voir ce qu'ils veulent, ouais. Des fois, qu'ils font Ouais. des foulées bondissantes dans des escaliers, puis ils disent que ça, c'est leur nouvelle muscu qu'ils vont faire 5 fois par semaine. Je dis n'importe quoi, ça, c'est bien leur truc. Mais Ah, c'est ouais, bon non, ça. Comme je une pense. fois Chris Froome qui avait dit que il mangeait cétogène, puis en fait, c'était pas vrai, il s'envoyait des grosses assiettes de riz. Ouais, voilà, Excellent. ça fait, ça fait partie aussi, je pense, que du sport aussi actuel aussi. Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a évolué? Je pense que, enfin, tu disais ça entraînement, mais les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi. Ah ouais, ouais, tu peux mettre des conneries. Exactement. Donc, toi, non, je pense que, ouais, avec les Bleus, ouais, je pense qu'il y a un peu. Mhm. C'est aussi la marque des grands champions. Je pense que pour être les champions d'exception comme il fait partie, et comme elle a été peut-être Martin Fourcade, ou je mets en ski de fond actuellement, les Maurice Magnifica, etc. chez nous. Je pense que pour le tempérament d'ultra champion, je pense qu'il faut être un petit peu à part et pas au sens négatif du terme. Je pense que c'est des gens d'exception et des fois, ils dégagent peut-être quelque chose d'un peu différent, mais je pense que c'est ça qui fait leur force. Ouais, souvent on est jalouse, donc le moindre faux pas est observé. Enfin, bon. Coacher son conjoint, Pierre, est-ce une bonne idée selon toi? Est-ce une pratique que tu encourages vivement? Non. Moi, je pense que bon, ma femme n'est pas du tout enfin, pratique de l'activité physique, on va dire, pour le sport santé, on va dire, Elle est et skieuse? même pas du tout. Enfin, si elle fait 3 sorties par an, c'est bien ça. Mais, mais non, moi, je pense qu'en tout cas, alors, j'ai l'expérience aussi de gens Qui ça l'ont fonctionne fait? qui le font et que ça marche très bien, mais moi, avec le tempérament que j'ai, je pense que ça marcherait pas, quoi. C'est sûr que ça marcherait pas. D'accord. Euh, je trouve que c'est un peu tout mélangé et que justement, même la relation que moi j'ai avec un athlète ou une athlète, euh, je pense que tu peux te permettre, enfin,
Si c'est ta conjointe, ou enfin ton conjoint, ta conjointe, c'est différent de. Bah, moi, il y aurait une certaine gêne et tu peux pas faire la part des choses. Des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué, tu vois. C'est plus. Des fois, je peux dire un truc à un athlète, même si ça lui fait pas plaisir. Après, on rentre chez soi, il l'a pris, il le prend, il le prend, il le prend pas. Alors que là, rentrer chez soi, finalement, bah, en fait, tu y es, quoi. Donc, c'est plus ça qui me dérangerait, je pense. Ouais, t'en reparles, ça reste sur le tapis. Ouais. Ou ça peut, ouais, ou c'est comme des fois que la même relation, ça va être comme de coacher de travailler avec un ami très proche. Ah, c'est un peu ce que Ouais, j'allais te dire après, tu vois, d'élargir le cercle éventuellement. Ouais. bah, moi, je l'ai eu fait travailler avec des amis très proches et finalement, c'est pas forcément très productif au sens où, bah, des fois, il peut y avoir des non-dits ou ça peut. Pour moi, en tout cas, je le ferai pas et je le referai plus. Voilà. Mais est-ce que les athlètes que tu coaches, là, que tu coaches, par exemple, tu en as un qui rentre dans ta structure dès ses 19 ans et puis il ressort aux 25 ans. Est-ce que finalement, en 6 ans, c'est pas devenu un ami aussi? Ah, Ah, bah, ah, ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est ce que je disons leur qu'il est dis. habitué aux ordres, quoi. Non, mais je pense que c'est aussi, il faut savoir l'accepter. Je leur dis souvent ça et j'aime bien cette image-là, la relation enfin, entraîneur-entraîné. Je pense que c'est un peu comme une relation amoureuse. Je pense finalement, c'est que attention, hein, au sens de dire Qu'est-ce que que, vous bah, faites en stage? non, non, que Ta des femme va fois, plus te laisser y aller. ouais, pour l'instant, ça va. Non, parce que au sens où je veux dire, avec certaines personnes, tu as un feeling particulier. Moi, je sais que j'ai des athlètes avec qui je pense que je garderai des liens tout le temps parce que je pense que, Hmm. comme tu dis, c'est devenu plus que des simples athlètes, entre guillemets. Et puis avec d'autres personnes, ça n'a eu pas marché. On a eu le cas cette année avec deux personnes, ça n'a pas forcément fité. On a dû arrêter de travailler ensemble. Je pense Ouais, que c'est ça pas. arrive. Hein. Je pense que c'est pas parce que ce sont des gens mauvais ou que je suis mauvais, c'est juste qu'il y avait une certaine incompatibilité. Et je pense que ça, bah, faut l'avoir toujours. On peut pas, ça peut pas marcher avec tout le monde. Et donc, Hmm. du coup, et puis, c'est sûr que, bah, par exemple, bah, tu parlais tout à l'heure avec Thomas Chambédon, c'est finalement je connais j'ai coaché et que maintenant on travaille ensemble. C'est sûr que c'est plus qu'un simple collègue de travail ou un simple athlète. Ça fait 6-7 ans qu'on se voit quasiment tous les jours. Évidemment, on est devenu un peu plus que des simples collègues de travail. Mais néanmoins, il faut savoir mettre, je pense, les bonnes barrières. Et donc, pour revenir sur ta question initiale, entraîner son conjoint à sa conjointe, non, je pense pas. Hmm. Et ah bah, j'ai perdu ma phrase. J'avais ma phrase en tête, j'ai perdu. Bon, bah, c'est pas grave, écoute. Ah si, j'allais dire oui. Tu es déjà le 17e entraîneur qu'on a et tu vois, à chaque fois, la vision, alors, parfois se rejoint, puis parfois est différente. Donc forcément, suivant les caractères d'athlètes en face, ça va matcher avec certains, puis pas d'autres. Hein. C'est pas Ouais, gravissime. Hein. Je pense que l'important est de se rendre compte suffisamment tôt. Ça fait gagner du temps à tout le monde, exactement. sans non plus tester 25 coachs dans l'année. Ouais, ouais. Euh, donc ça, tu l'as dit dès le début, tu as quasiment la parité hein, dans ton groupe d'entraînement. Voilà, un ou deux athlètes près, on est sur du 10-10. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme différence avec les féminines et les masculins? Est-ce que dans ta manière d'entraîner, de prévoir les plans ou de dimensionner la saison, est-ce qu'il y a des petites différences? Euh, bah, les différences, c'est sûr qu'il y a des différences entre. Moi, voilà, des différences entre hommes et femmes, c'est indéniable. Après, moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir à coacher les deux et les filles. J'ai commencé par coacher des filles et après coacher des garçons. Quand j'ai eu mon premier groupe à part entière que j'ai eu, c'était un groupe de filles. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent, peut-être. Alors, j'aime pas faire des généralités parce que comme chacune et chacun va être différent. C'est vrai Enfin, que la question pousse à la généralité. la question pousse un peu la généralité. Néanmoins, si je devais faire un peu une moyenne, je pense que une fille, elle met un peu plus de temps enfin, une fois qu'elle te fait confiance, et c'est là aussi des fois il faut savoir faire attention, tu peux lui faire entre guillemets n'importe quoi. Donc que ce soit, je pense que les filles sont de tempérament très rigoureuses Mm. et pas que les garçons ne le sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles vont être des fois peut-être un peu très scolaires et très impliquées. Et puis ouais, donc voilà. Mais encore une fois, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu faire des généralités. Mais Ah oui, tu as toujours l'exception. coacher les filles et j'ai eu coaché qu'un groupe de filles, j'ai eu coaché qu'un groupe de garçons
Et comme je te disais tout à l'heure par rapport à la vie de groupe, je pense que le bon équilibre, à l'heure actuelle, pour moi, c'est d'avoir les deux ensemble. Alors évidemment, tu as des vitesses d'entraînement qui sont différentes, ça c'est physiologique, mais Oui. néanmoins, tout ce qui est à côté, etc. Et puis, ça apporte Le travail de la technique, par contre, doit être tout à fait commun. commun. Le travail, les séances d'aérobie à faible intensité peuvent être partagées par les deux. Je veux dire, moi j'ai là en ski en ce moment à la FECLA, on skie souvent ensemble, Ouais, tout filles ce comme qui est les garçons. récupérations, l'avant-veille de Ouais, course. même ce matin, on a fait 2 heures de tour, on a fait 2 heures de ski roue ce matin. Pas de ski roue, Ah oui, de ski. Non, non, on a fait 2 heures de ski ce matin, on a fait filles garçons, on était ensemble, ça se passe très bien. Donc, ouais, donc voilà. Par contre, après, moi, je sais que des fois, il y en a qui prennent le parti pris. Pour moi, les filles doivent s'entraîner autant que les garçons. Euh, c'est-à-dire ce qui se autant. fait autant en termes d'heures. Tu vois, moi, je suis partisan tu vois, il n'y a pas de différence à faire sur, euh, sur, euh, sur le volume horaire, quoi. Ah oui, Sur le volume tu horaire. parles de l'implication dans le sport, en fait. L'implication est la même. Après, la vitesse est ce qu'elle est, mais Voilà, l'implication est la exactement. même. Et puis après, ce qu'on La disait par rapport volonté à de la bien vie. faire. Ouais, et puis même pour être très terre à terre sur les heures à faire, sur la charge d'entraînement, ça doit être pas très éloigné de ce que font les garçons. D'accord. Les deux petites dernières questions, non, la dernière question, on va dire, avec le petit conseil, le petit retour en arrière, si tu avais un petit truc à te susurrer à l'oreille de ton toi d'il y a 10 ans, le Pierre Bellingueri d'il y a 10 ans. En plus, toi, ça colle bien, c'est quand tu as commencé à coacher à peu près. Et ben en fait, je pense que c'est pareil, j'avais triché, je m'y étais un peu préparé, Ah, le mais je salaud. pense, que ce serait de ne pas en vouloir plus que tes athlètes. Ça, c'est des fois que je pense qu'on est entraîneur, on veut faire, on veut le mieux pour ses athlètes. Et des fois, j'ai été confronté à ça. Des fois, on a tendance à en vouloir plus au sens où l'athlète, des fois, soit des fois, tu arrives sur une fin de carrière ou des fois, tu arrives sur des choix. Des fois, tu vois des jeunes, tu te dis, putain, ils ont un potentiel monstre, tu as envie de les pousser, etc. Tu as envie d'être exigeant. Enfin, tu es exigeant d'ailleurs. Et puis finalement, lui ou elle, il n'a pas envie de ça. Et finalement, des fois, d'en vouloir trop ou plus que les athlètes, ça peut arriver. Ça m'a amené des fois dans des situations assez compliquées. Et je pense que j'essaie d'y faire plus attention. C'est ce que je me dirais, je pense. Ok, ouais. Bah écoute, merci Pierre en tout cas. Et Mais j'espère. juste avant de se quitter, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu veux voir passer dans le Nolio Podcast comme entraîneur, entraîneuse, peu importe? Hum, pareil, à l'échelon, pas forcément dans ma discipline. Bah, je sais pas, quelqu'un que tu aurais envie d'écouter, tu vois. Philippe Lucas, tiens. Ah ouais, énorme. Ouais. Bon, ça Eh arrivera ouais. peut-être jamais, hein, mais Ouais, si tu ce arrives à serait avoir ce fabuleux. contact, On là, ferait un podcast de 24 heures, je pense. On voudrait tout ah bah savoir. là, moi je suis un grand fan. Donc je pense que un grand fan. Donc je pense que ouais, Ah, si tu l'as, je serai ton premier fan. ce serait en effet un coup de maître. Je note immédiatement cette idée extrêmement constructive. Euh, et ben merci Pierre. On va se Merci, laisser pour le nom du merci, podcast. Et puis on merci à mettra toi. quelques liens pour retrouver un petit peu ce que propose le Club des Sports La Fécla pour tous les âges. Salut Pierre. Super, salut. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.